Si vous suivez régulièrement l'actualité cinématographique, il y a une polémique que vous n'avez pas pu louper, celle concernant le film Sausage Party. Pour résumer très rapidement ce que vous savez tous déjà, un groupe de personnes a trouvé le film honteux, puisqu'il met en avant des propos vulgaires, de la drogue et même une scène de sexe très explicite. Ils se plaignaient que le film était uniquement interdit aux moins de 12 ans et non 18 ans. Et au vu du film, il fallait s'attendre à ce genre de réaction. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, ce sont des messages de parents ayant vu le film avec leur enfant, ce qui n'est pas vraiment l'idée du siècle, avouons-le, qui utilisaient l'argument suivant pour défendre leurs propos: c'est un film d'animation, donc c'est pour les enfants, donc on ne pouvait pas s'attendre à ça. Des arguments qui, chez moi, provoquent ce genre de réaction. Fire! Une bonne fois pour toutes, non, les films d'animation ce n'est pas que pour les teen enfants. Alors oui, il y a plein de degrés de lecture dans les dessins animés, un adulte peut très bien y trouver son compte, tout ça, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. L'animation ce n'est pas un genre cinématographique. Les comédies d'animation dirigées en grande partie pour des enfants avec des animaux qui parlent, qui nous offrent des intrigues, des situations, des messages et des blagues qu'on a déjà vu 48 567 fois ailleurs. Oui, ça, à la limite, ça peut être un genre. Mais le cinéma d'animation, c'est plus une technique cinématographique ou un choix artistique. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plein de genres et donc de films différents proposés en animation. Des comédies, des drames, de l'action, de la science-fiction, beaucoup de science-fiction d'ailleurs, du western, de l'horreur. Tiens, vous saviez que Rob Zombie avait réalisé un film d'animation? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rob Zombie, c'est pas vraiment le genre de personne à qui tu vas demander d'aller chanter une berceuse à ton enfant pour s'endormir. Du moins, je crois. Oui, parmi tous ces genres, certains de ces films sont pour enfants, mais il en existe aussi avec tout simplement un message plus complexe ou plus dur pour qu'un simple petit gamin venu pour se divertir s'y intéresse, et d'autres avec un contenu trop violent pour eux dans tous les sens du terme. Et ce n'est pas nouveau. Donc le jour où Mickey se mettra à insulter ses petits compagnons au milieu du dessin animé, là d'accord, il y a peut-être un problème. Enculé, ah! Mais pour Sausage Party, fallait tout simplement vous renseigner sur le film, ne pas aller le voir, et surtout ne pas dire ce genre de phrase, parce que à vous écouter et en exagérant légèrement vos propos, un film comme Persepolis n'aurait jamais dû être créé en animation, Ralph Bakshi n'aurait surtout pas dû faire ses longs métrages, et Valse avec Bachir ne devrait pas exister, ce qui serait vraiment dommage vu qu'il s'agit du sujet de ce 3e épisode de La Bonne Oreille. Music. Valse avec Bachir est un film sorti en 2008, 3e long métrage d'Harry Folman, cinéaste israélien complètement inconnu avant ce film et un peu oublié aujourd'hui. La musique originale est signée Max Richter, compositeur allemand avec un style musical que l'on pourrait qualifier de minimaliste, d'ailleurs c'est ce que fait Wikipédia, qui signe son premier succès concernant la musique pour le cinéma avec ce film, mais qui aujourd'hui a travaillé sur la série The Leftovers et Black Mirror, et qui en 2012 a composé la bande originale du très bon, bien qu'un peu déprimant, Disconnect, que je vous recommande fortement, dont celle-ci. Que Denis Villeneuve a réutilisé pour sublimer l'également splendide Premier Contact. Valse avec Bachir nous place pendant la guerre du Liban et nous propose comme personnage principal une version animée du réalisateur du film lui-même, qui a quasiment tout oublié de cette guerre à laquelle il avait participé lorsqu'il avait 19 ans, et qui décide d'aller rencontrer différentes personnes pour qu'elles lui racontent leurs histoires pendant le conflit afin de retrouver sa mémoire. Ce film est l'unique représentant d'un genre que l'on va qualifier de film d'animation documentaire biographique. Film d'animation car c'est la technique utilisée pour réaliser ce film, biographique car le scénario du film est basé sur des faits et des personnes réelles, et enfin documentaire car ce que le film raconte et surtout sa façon de le raconter se rapproche de ce que l'on peut trouver dans un documentaire classique. Le compte est bon. Il va donc utiliser, s'approprier tous les codes du genre, dont les codes sonores. Une petite question très simple pour commencer, comment qualifier un documentaire d'un point de vue du son? Car oui, ça peut paraître évident, mais même pour les documentaires, il y a des codes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Genre ça, bah par exemple, ça marche pas. Les insectes, ces animaux hors du commun que l'on connaît si peu. Les insectes. Bon là, ce que je vais vous donner, c'est un peu la recette classique pour tout ce qui concerne le son sur un documentaire qui ne chercherait pas à nous donner quoi que ce soit d'original, et que l'on retrouve donc forcément dans plein de films de ce genre. Attends, bouge pas. On retrouve très souvent une voix off qui sert de narrateur au spectateur et qui va être présente dans beaucoup de plans essentiellement visuels pour nous donner le message du film et des informations sur ce que l'on voit à l'écran. On a aussi une musique d'ambiance généralement discrète juste pour illustrer certains moments. Et enfin des passages avec quasiment uniquement des sons directs pris lors du tournage, que ce soit de simples interviews ou ce que l'on va appeler des scènes de vie où des personnes font des trucs pour résumer. Ici le son est au plus proche de la scène filmée avec des gens qui parlent, des bruits sur ce que l'on voit, etc. etc. D'accord. Vous avez peut-être compris que le sujet du film est très sérieux, donc avant de nous plonger dedans la tête la première, on va rire un bon coup avec notre ami Simon et après on passe aux choses sérieuses. Simon ? Alors c'est un juif, un arabe et... Ok, tu sais quoi, on oublie la blague, c'est pas grave, on oublie.
Valse avec Bashir va se passer de la façon suivante. On suit Harry Folman qui va rencontrer plusieurs personnes qui vont chacune lui raconter une histoire en voix off que l'on va pouvoir observer grâce à l'animation. Chaque histoire est unique et n'ont pas de réel lien entre elles, si ce n'est la quête de notre personnage principal. Ce côté unique va être très bien caractérisé par le son et surtout par la musique. On va avoir énormément de styles différents selon la situation montrée. Des musiques tristes avec un violon pour la mélodie comme Max Richter le fait si bien. Du piano plus classique. Des musiques plus électro mais toujours minimalistes comme celle-ci qui nous montre l'agressivité de la guerre. On a aussi du bon rock qui fait du bien. Une autre un peu typée boîte à musique. Des percussions avec un style qui nous évoque les arts martiaux. Ou bien celle-ci qui me fait étrangement penser à un autre film. Mais bon, de là à crier au plagiat, moi je préfère parler d'inspiration commune. Tous ces styles différents donnent une identité certaine aux scènes qu'elles accompagnent et qu'elles marquent. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre et c'est aussi grâce à la musique. Il y a une histoire qui montre très bien son importance pour illustrer et suivre les propos des intervenants. Elle commence avec un thème chanté et joué à la guitare et à l'harmonica, ce qui me fait plus penser à des road movies plutôt qu'à des documentaires. On a cette chanson pendant un petit moment qui, accompagnée aux images, donne un petit côté cynique et moqueur, mais elle est coupée brusquement au milieu des paroles par le son d'une balle qui touche un soldat. On a désormais une musique uniquement électronique, très rapide et stressante. Ce thème évolue pour laisser apparaître de temps en temps un violon lui aussi plutôt stressant. L'histoire continue et ce thème va ensuite s'effacer derrière la voix pour laisser apparaître une mélodie beaucoup plus apaisante et nostalgique sur le souvenir du soldat avec sa mère. Elle reste présente pendant un moment, mais un autre thème angoissant bien que plus calme que le précédent va faire son apparition. Et écoutez bien, il va apparaître juste après les mots « qu'on me tue ». Ou alors qu'on m'aperçoive, qu'on me tire dessus, qu'on me tue. Il disparaît à son tour derrière la voix et à la fin de l'histoire, on n'a plus de musique, seulement de l'ambiance et des sons en lien avec ce que nous montre le film. En 10 minutes, cette longue histoire nous fait passer par tous les sentiments et la musique, aidée par le sound design, va caractériser tous ces passages différents pour que le spectateur ressente à son tour ce qu'a vécu la personne interviewée et surtout pour qu'il se sente impliqué dans l'histoire. Sinon, on a aussi deux chansons connues qui arrivent très étonnamment dans le film. La première au bout d'à peine un quart d'heure de long métrage. On a une musique minimaliste qui va laisser place à une introduction devenue culte aujourd'hui. Enola Gay, tube d'orchestral Man of in the Dark sorti en 1980, qui ici est la meilleure manière de montrer l'ambiance sur le bateau selon le souvenir du soldat. Déjà ça exagère le propos, ce qui est exactement l'effet souhaité, et ça permet surtout d'attirer notre attention. On n'avait que des thèmes originaux ou discrets depuis le début, et d'un coup avec l'arrivée d'Enola Gay, on a quelque chose de beaucoup plus étonnant. Je pense que personne avant de voir le film ne s'attendait à voir ce titre dedans. Par exemple, si moi je vous mets quelques secondes de Bourvil au plein milieu de ma vidéo, ça va vous étonner, vous allez vous en souvenir. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La seconde chanson connue, bien qu'un peu moins culte que l'on a ici, c'est This Is Not a Love Song de Public Image Limit, sorti en 1983, utilisé lorsque Harry Folman parle de sa permission, quand il découvre comment se porte son pays loin de la guerre. On a limite un petit clip qui montre un monde très différent du front de ce que vivent les soldats pendant la guerre. Malgré tous ces genres différents, il y a bel et bien un style principal que l'on retrouve dans ce long métrage, tout simplement le style du compositeur du film, à savoir de l'électro plutôt minimaliste, accompagné le plus souvent d'un violon. On est confronté à ce type de musique dès les premières secondes, alors que l'histoire n'a pas encore vraiment commencé. Sur le générique, on note des sons très calmes mais peu mélodiques. Et d'un coup, quelque chose de bien plus agressif.
Si je vous avais demandé avant cette vidéo de me définir un style musical que l'on retrouvera dans de nombreuses pistes de la BO d'un film documentaire qui parle de la guerre au Liban, je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient choisi ce type de sonorité. On penserait davantage à de l'orchestral classique, plus mélancolique, plus triste pour aller chercher de la compassion chez le spectateur. La référence aurait pu être quelque chose comme le thème principal du jeu vidéo Journey et son côté très contemplatif. Alors que le style musical choisi ici me fait beaucoup plus penser aux sonorités de The Wolf Among Us et son côté polar noir et néon au coin d'une rue. Cette musique donne donc une identité propre au film qui a officiellement décidé de ne pas faire comme tout le monde. Bon, jusqu'ici on a surtout parlé de musique, mais pour le sound design on n'est pas en reste non plus. Là aussi chaque histoire a un traitement unique. Sur certaines, le son, les bruitages, l'ambiance, tout est très présent, comme si on avait filmé une scène en direct et qu'on avait simplement utilisé le son enregistré. Vers la fin du film, il y a même très peu de musique, c'est vraiment l'ambiance qui est mise en avant. A l'inverse, certains passages sont accompagnés de peu d'éléments sonores autres que la musique et les voix. C'est le cas d'une des histoires les plus importantes du film, à savoir le seul souvenir de la guerre qu'a Harry Folman au début du film. On retrouve cette scène plusieurs fois dans le film, elle est toujours montrée de la même manière, sans bruitage, sans ambiance, il n'y a aucune évolution dans cette scène. Les différents choix, notamment sonores, lui donnent une place très importante dans le film, et là aussi c'est un bon moyen de marquer le spectateur. Je ne vais pas m'amuser à vous citer tous les passages marquants du film, parce qu'il y en a énormément et que c'est important de vous laisser un minimum de surprise et le plaisir de les découvrir vous-même. Malgré tout, j'aimerais vous parler un petit peu de la fin et voir ce que le film nous apporte dans sa conclusion. Vous l'aurez compris, c'est l'instant gros spoiler. Le film se termine par une dernière histoire qui a son importance dans la quête d'Harry Folman. La séquence est donc comme les précédentes dictée par la voix off qui nous raconte ce qui s'est passé. Une musique dans le plus grand style de Max Richter est présente ici, puis disparaît au bout d'un moment. La personne interviewée finit donc de nous expliquer ce qu'elle a vécu sans aucun son en fond, si ce n'est un petit peu d'ambiance très discrète. Bon là, si on a compris comment le film fonctionne, on s'attend forcément à quelque chose d'inattendu pour la fin. Les derniers mots prononcés que l'on entendra dedans vont arriver avec une nouvelle ambiance. Dans celle-ci, il y a surtout des voix, des cris, et ça c'est assez choquant, encore plus étonnant que le reste. Comprenez-moi bien, pendant tout le film, ce sont des personnes qui racontaient leur histoire. Donc on a eu, sauf à quelques rares exceptions près, seulement les voix de la personne qui racontait et d'Harry Folman qui pose des questions. Forcément, mettre d'autres voix à ce moment du film, ça a un sens. Jusqu'au bout, le film veut marquer les esprits avec des scènes et des choix forts. Et ce changement dans le son, qui peut ne pas paraître évident pour tout le monde, est suivi d'un bouleversement dans l'image. De vraies images captées lors de la guerre pour un documentaire de la BBC, avec le son enregistré à l'époque, puis avec presque du silence, on entend seulement des notes très graves. Et le film se finit ainsi. En conclusion, que dire de Valse avec Bachir ? Bah que c'était vachement bien. Allez, salut! Déjà, si je reviens sur le passage de la vidéo où je parlais des codes du documentaire, on peut dire qu'Harry Folman et les différentes personnes qui ont travaillé sur le film les ont respectés, mais surtout les ont réappropriés. On a bien une voix off très présente, jusque là ça va, mais déjà au niveau de l'ambiance et des effets sonores en général, animation oblige, ils ont tous été apportés en post-production et placés au bon endroit au bon moment selon la scène. Et surtout pour la musique, on n'a pas vraiment le même travail que sur les productions RMC Découverte. Là, c'est pas juste quelques notes pour faire joli, là-bas au fond dans un coin sans que personne n'y prête attention. On a tellement de styles différents, placés toujours là où on ne les attendait pas forcément. Elle est vraiment l'une des grandes forces du film, elle a un rôle très important dans l'histoire, ce qui est rarement le cas dans les documentaires. Avant de voir Valse avec Bachir, je me demandais vraiment ce qu'allait donner le son sur cette production. L'idée du film était originale, le choix de l'animation, la façon de raconter l'histoire, ça avait de quoi m'intriguer et je savais que le film pouvait me plaire. Mais au niveau du son, je ne m'attendais pas à grand chose. Tous les choix sonores sont surprenants et marquants. On ne s'attend pas à ce qui va arriver, on ne sait pas à l'avance ce que l'on va avoir comme histoire, comme musique et comme son. Et c'est une très bonne chose. Le travail sonore est inventif et sert à merveille des scènes toujours plus marquantes si on y prête un petit peu attention. Bravo le veau. Et après avoir regardé le film et apprécié sa BO, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais content d'apprendre qu'Harry Folman avait réalisé un autre film en collaboration avec Max Richter 5 ans après Valse avec Bachir. Le Congrès, film de science-fiction mélangeant prise de vue réelle et séquences d'animation. Alors pas du tout à la Roger Rabbit, là c'est plus deux parties distinctes de l'intrigue. Forcément pour le retour de ce duo de créateurs, la fête devait être au rendez-vous. Sauf que...
Déjà j'ai trouvé le film beaucoup moins intéressant que le précédent, mais surtout au niveau sonore et musical, il y a rien de vraiment marquant en fait. On retrouve bien le style de Max Richter, mais une fois le film fini, on ne se souvient d'aucune scène sublimée par ses compositions. C'est simple, dans la première partie, il n'y a rien. Presque pas de musique, pas de son marquant, on suit les dialogues et c'est déjà bien comme ça. Et quand le film passe en animation, c'est un peu pareil. Il y a pas le côté surprenant de Valse avec Bachir, alors qu'avec un univers qui part relativement dans tous les sens, il y avait de quoi faire. Bon, par contre, il y a bien cette scène. Qui mériterait un autre choix musical selon moi. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. On arrive à la fin de cette vidéo sur Valse avec Bachir. J'espère vous avoir donné envie de voir ce film ou d'écouter sa bande son, ou simplement de vous intéresser à d'autres films d'animation. Parce que même si Disney c'est bien et que leur musique nous reste en tête, il y a vraiment beaucoup d'autres films avec un travail intéressant et original. Mais bien sûr, nous en parlerons sûrement dans un prochain épisode de La Bonne Oreille. Je ne sais pas si ça a duré une éternité ou une minute, mais je revois Frankel au carrefour, avec des nuées de balles qui sifflent autour de lui. Et au lieu de traverser la rue au pas de charge, il se met à danser, comme un possédé. Il leur montre qu'il n'a pas l'intention de quitter la rue, qu'il entend bien y rester, pour toujours. Il veut danser une valse entre les balles, avec les portraits géants de Bachir autour de lui. Alors qu'au même moment, à 200 mètres de là, les fidèles de Bachir préparent la vengeance, préparent le massacre dans les camps de Sabra et Shatila.